Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning physique. On continue notre série de 4 vidéos sur l'analyse vectorielle, l'utilisation en physique du gradient, de la divergence, du rotationnel, comment les retrouver avec Nabla, mais surtout comment interpréter physiquement, intuitivement ces notions. Donc dans la dernière vidéo, on a parlé de la divergence, de son lien avec un flux. On a vu que la divergence, c'est en fait un flux local, un flux volumique autour d'un point. Et donc aujourd'hui, on va aborder la notion de rotationnel. On va rappeler ce qu'on sait en maths sur le rotationnel. On va rappeler l'usage assez fréquent du rotationnel en physique, en électromagnétisme, en mécanique des fluides. Et puis ensuite, on va démontrer pourquoi, en coordonnées cartésiennes, le rotationnel a la forme qu'il a. Et ça va nous permettre, tout comme la divergence était un flux local, on va voir qu'un rotationnel, en fait, c'est une circulation locale d'un champ de vecteurs sur un contour autour d'un point. Et on va voir que par rapport à cette notion-là, on comprendra mieux la formule de Stokes et on comprendra mieux physiquement ce qu'est le rotationnel. Et enfin, on va donner des exemples en mécanique des fluides, puisque c'est toujours en mécanique des fluides, avec des écoulements de fluides, qu'on comprend le mieux la signification profonde de ces opérateurs-là. Le rotationnel, bien sûr, c'est lié à la notion de tourbillon. On va voir des écoulements rotationnels ou tourbillonnaires, des écoulements irrotationnels ou non tourbillonnaires. Et on va voir d'ailleurs qu'il faut beaucoup se méfier de l'allure des lignes de champ, parce que ça n'est pas simplement en regardant les lignes de champ qu'on peut savoir si un écoulement est tourbillonnaire ou s'il ne l'est pas. Alors, on commence donc avec quelques rappels. Comment calculer le rotationnel d'un champ de vecteurs? Donc le rotationnel est lui-même un vecteur. On fait formellement donc Nabla vectoriel A, donc Nabla l'opérateur différentiel en cartésien dxd, d sur dx, d sur dy, d rond sur d rond z, appliqué à ax, à y, à z. Alors, donc on masque la première ligne, on a le premier déterminant 2, 2, on masque la deuxième ligne, le deuxième déterminant, et on masque la dernière ligne, et on obtient donc la coordonnée du rotationnel sur uz, donc calcul classique d'un produit vectoriel. Je te rappelle, ne crois pas que tu peux fabriquer un Nabla et calculer le rotationnel de cette façon-là en cylindrique ou en sphérique, ça ne marche pas. Tout à l'heure, on verra un exemple en coordonnées cylindriques du rotationnel. On en aura besoin pour illustrer la notion physique de rotationnel. Tu verras qu'on ne peut pas faire ça. Alors, le rotationnel intervient dans la formule de Stokes. Donc la formule de Stokes qui nous dit que la circulation d'un champ de vecteurs sur un contour fermé gamma orienté, c'est le flux de son rotationnel à travers toute surface qui s'appuie sur ce contour et dont l'orientation est induite par le choix du sens de parcours sur le contour, en particulier par la règle de la main droite. Donc si tu as choisi de calculer cette circulation en tournant dans ce sens, eh bien la surface qui s'appuie sur le contour donc, est orientée ici vers le haut. Alors bien sûr, tu peux choisir le sens de parcours inverse. Alors ça, c'est une petite différence avec le théorème de Green-Ostrogradsky. Le théorème de Green-Ostrogradsky, pour calculer le flux, c'est toujours un flux sortant par convention. Par contre, dans la formule de Stokes, tu as le choix du sens de parcours. Mais du coup, l'orientation de ds est induite par le choix de gamma. Alors ça, bien sûr, c'est quelque chose que tu utilises fréquemment. Par exemple, dans la loi de Faraday, qui est elle aussi issue de cette formule de Stokes, tu sais bien que quand tu orientes le circuit électrique, eh bien, tu as forcément orienté la normale qui s'appuie sur ce circuit et que tous les calculs de flux de champ magnétique doivent être cohérents avec tous ces choix d'orientation. Donc voilà la formule de Stokes et on va essayer de comprendre pourquoi c'est ça tout à l'heure avec notre petit calcul de circulation élémentaire pour retrouver les coordonnées du rotationnel, donc dans quelques instants. Alors en physique, le rotationnel, bien sûr, apparaît dans l'équation de Maxwell-Ampère, dans l'approximation des régimes quasi-stationnaires. J'ai négligé ce qu'on appelle les courants de déplacement. Donc rotationnel de B égale mu0J, J le vecteur densité volumique de courant électrique, dont le flux c'est l'intensité électrique. Et donc grâce à la formule de Stokes, on transforme cette équation locale, donc valable en chaque point de l'espace, en une équation intégrale ou intégrée. C'est le théorème
d'ampères, donc la circulation de B sur un contour fermé orienté, c'est mu0 fois le courant I enlacé algébrique par le contour, et sous-entendu, bien sûr, il y a toutes les histoires de convention d'orientation, quand est-ce qu'on compte le courant I positif ou négatif. Bon, je ne reviens pas là-dessus, j'ai déjà fait beaucoup de vidéos. Alors, en mécanique des fluides, on introduit aussi la notion de vecteur tourbillon, le vecteur oméga, ou parfois le vecteur vorticité qui vaut 2 oméga. Donc en définissant le rotationnel de V en regardant si un écoulement est tourbillonnaire ou non tourbillonnaire. Donc un écoulement sera dit tourbillonnaire s'il existe au moins une zone de l'espace dans laquelle le rotationnel de V est non nul. Et donc c'est par exemple le modèle très classique de la tornade ou du tourbillon de Rankine. Alors là encore, hein, j'ai fait plusieurs vidéos là-dessus. Donc un tourbillon localisé pour modéliser une tornade dans un cylindre de rayon A. Et donc on peut calculer l'écoulement, on va en reparler tout à l'heure. Donc autour de ce tourbillon, ça va être l'analogue d'un fil infini dont on tient compte du rayon en magnétostatique. Alors, il existe en électromagnétisme et en mécanique des fluides des situations où le rotationnel du champ de vecteur est toujours nul. Par exemple en électrostatique, donc l'équation de Maxwell-Faraday devient rotationnel de E égale 0. Et donc on sait qu'à ce moment-là, E dérive d'un potentiel, parce que le rotationnel d'un gradient est toujours nul. Donc E est égal à moins gradient V. Et la circulation de E sur un contour fermé, de ce fait, sera toujours nulle. Donc ça, ce sont les propriétés d'un champ de vecteur à rotationnel nul dans tout l'espace. Et puis de la même manière, en mécanique des fluides, on définit une certaine catégorie d'écoulements qu'on appelle les écoulements non tourbillonnaires ou les écoulements potentiels. Donc un écoulement potentiel, c'est un écoulement tel que rotationnel de V égale au vecteur nul dans tout l'espace. Et à ce moment-là, on peut définir ce qu'on appelle le potentiel des vitesses. Alors on met un plus ou un moins par analogie avec l'électrostatique, bon, peu importe. Et donc V est égal à gradient phi. Donc voilà grosso modo ce que savent la plupart des étudiants en physique. Et évidemment, toute la difficulté et tout l'intérêt de ce qu'on va faire maintenant, c'est d'essayer de voir un petit peu pourquoi, par exemple, le rotationnel s'écrivant comme ça, il est lié à la notion de circulation. C'est quoi cette notion de circulation d'un champ de vecteur? À quoi c'est lié physiquement? Donc pour ça, eh bien, on va faire un petit peu la même chose que ce qu'on a fait avec la divergence. Nous allons donner une définition intrinsèque du rotationnel d'un champ de vecteur. Alors j'ai eu une question un petit peu là-dessus sur la divergence. Quelqu'un pensait que le calcul que j'avais fait sur la divergence en cartésien n'était valable qu'en cartésien, mais non. La définition que j'avais donnée de la divergence comme un flux volumique est valable dans tout système de coordonnées. C'est une définition intrinsèque. Et on va voir que la définition ici du rotationnel que je donne est exactement, elle aussi, intrinsèque. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, on prend un point M de l'espace et à partir de ce point M, on fabrique un contour qui passe par M de coordonnées x, y. Donc pour faire plus simple, le point M, je vais le mettre donc dans le plan du tableau. Alors on va mettre un système d'axes x, y et z. Et ce qu'on va montrer, c'est que la circulation du champ de vecteur sur un contour élémentaire de ce type, donc dx, dy, c'est en fait le flux élémentaire de son rotationnel à travers ce contour. Et donc ce flux élémentaire du rotationnel du champ de vecteur, évidemment, c'est le produit scalaire rotationnel de A avec un vecteur surface. Alors il y a les mêmes conventions que dans la formule de Stokes, c'est-à-dire qu'en fait le vecteur surface, dont la norme vaut la surface et dont l'orientation donc est induite par le choix du sens de parcours, donc ici selon le vecteur z. Donc ça c'est le flux élémentaire du champ de vecteur. Et donc on comprend que le lien au travers de la formule de Stokes qui n'est qu'une version intégrée de cette formule-là sur une surface qui s'appuie sur un contour fermé. On va directement calculer donc cette circulation donc, qui est la somme des produits scalaires du champ de vecteur avec chacun des déplacements élémentaires. Donc on voit que
pour ce qui concerne donc, le produit scalaire ici, on va avoir donc, la composante sur x du champ de vecteur, donc ax de x, y, z fois dx. Et puis je vais tout de suite rajouter la circulation sur le terme du dessus. Donc là, on sera en y plus dy, donc ax de y plus dy, z dx. Donc là, j'ai calculé les deux circulations ici. Maintenant, je vais calculer les circulations ici. Donc j'ai moins, donc j'ai plus, le vecteur y est orienté vers le haut, plus ay en x plus dx, yz fois dy, et moins, donc ay en x, yz fois dy. Et donc, je vois que je peux regrouper ces termes-là par un développement de Taylor. Donc, ça va nous donner moins d2ax sur dy fois dy fois dx. Et de la même manière, ici, j'aurai plus d2ay sur dx fois dx fois dy. Et donc, si on considère que cette relation-là, c'est une définition intrinsèque du rotationnel, eh bien, ceci doit être égal à rotationnel de A, en fait, en composante selon Z, hein, parce que le vecteur n, c'est le vecteur uz, multiplié par dx, dy. Et par identification, donc on retrouve le fait que le rotationnel de A sur sa composante selon uz, la coordonnée, donc d2ay sur dx moins d2ax sur dy. Donc, déjà, ce qui est assez satisfaisant dans ce petit calcul-là, c'est qu'à partir d'une définition intrinsèque du rotationnel liée à la circulation du champ de vecteur, passant par m, on retrouve les coordonnées du rotationnel. Alors évidemment, j'ai raisonné ici en cartésien, parce que c'est ce qu'il y a de plus simple, mais de la même manière qu'on avait expliqué pourquoi la divergence s'écrivait dax sur dx plus day sur dy plus daz sur dz, on comprend pourquoi les différentes composantes du rotationnel peuvent s'écrire de la façon suivante. Alors évidemment, on pourrait refaire le raisonnement dans le plan xz ou dans le plan yz plutôt que dans le plan xy. Donc, l'existence d'un rotationnel est liée à la valeur de la circulation non nulle du champ de vecteur pour un contour donc perpendiculaire à ce rotationnel ou qui englobe, qui entoure ce rotationnel. Alors ça, c'est une caractéristique des lignes de champ d'un champ magnétique, par exemple. Donc si on prend le fil infini, donc on connaît le champ magnétique B créé par un fil infini. Donc B est égal à mu0i sur 2πr vecteur Eθ. Et donc l'allure des lignes de champ, évidemment, ce sont des cercles donc centrés sur la projection orthogonale de n'importe quel point M ici dans l'espace. Et donc on voit que rotationnel de B est égal à mu0j. Donc l'équation de Maxwell-Ampère nous donne cette structure-là du champ, le champ qui tourbillonne autour de ses sources, le champ électrostatique divergé à partir de ses sources, le champ magnétique, lui, tourbillonne autour de ses sources, il tourne autour, et c'est l'existence d'un rotationnel, la source du champ, mu0j, les sources du champ, qui vont engendrer donc ce comportement de tourbillon, l'allure des lignes de champ. Et donc on voit que sur une ligne de champ de ce type, effectivement, le champ B fait tout le tour. Donc quand on calcule la circulation de B, c'est le théorème d'Ampère, autour de I, eh bien on obtient une valeur non nulle, alors que tout à l'heure on a vu que pour le champ E, la circulation de E sur n'importe quel contour dans l'espace était nulle. Donc grande différence de comportement des lignes de champ magnétique. Donc elles englobent les sources et la circulation est non nulle, ce qui permet de reconnaître sur des cartes de champ, si on a affaire à un champ magnétique ou un champ électrique par exemple, en regardant déjà qualitativement la circulation d'un champ de vecteur sur un contour fermé pour identifier le type de comportement du champ auquel on a affaire. Alors, on va maintenant
parler un petit peu de mécanique des fluides. Donc, en mécanique des fluides, le rotationnel de la vitesse, c'est ce qu'on appelle au facteur 1,5 près, donc le vecteur tourbillon. Et le vecteur tourbillon, pour bien comprendre la signification du rotationnel, représente la rotation locale d'une particule de fluide. Alors ce qu'on va peut-être faire dans un premier temps, c'est regarder ce qui se passe par exemple pour un solide en rotation autour d'un axe fixe. Alors je prends un solide un petit peu barbapapesque. Donc on prend une masse élémentaire de ce solide, un point P de ce solide, donc qui est animé d'un mouvement de rotation uniforme autour d'un axe fixe à la vitesse angulaire oméga. Donc on imagine que ce solide tourne donc autour de cet axe, ce qui signifie que chaque point du solide en réalité décrit un cercle à vitesse angulaire constante et que la vitesse du point P, r θ point vecteur Eθ en coordonnées cylindriques, c'est-à-dire en fait r oméga vecteur Eθ, donc le vecteur Eθ étant le vecteur orthoradial perpendiculaire au cercle. Alors ce qui peut être intéressant dans ce cas-là, c'est de calculer son rotationnel. Donc j'ai recopié ici les coordonnées du rotationnel dans la base ER, Eθ qui va vers le fond et EZ, donc la base locale des coordonnées cylindriques. Et donc on voit, c'est ce que je disais tout à l'heure, qu'on ne peut pas utiliser Nabla pour retrouver les coordonnées de ce rotationnel. Donc d'un point de vue pratique, dans les concours, quand on en a besoin, ou dans les examens, on va nous fournir dans un formulaire cette expression. Alors regardons un petit peu. Ce qui est important quand on a un champ de vecteur comme ça, c'est de ne pas confondre la direction du champ de vecteur avec sa dépendance vis-à-vis des coordonnées. Donc ici, en fait, c'est Vθ qui est non nul, mais Vθ dépend de petit r, ce qui nous permet rapidement d'identifier les termes qui sont nuls ici, puisque donc VR est nul et VZ est nul. Donc on peut déjà barrer tous les termes qui ne sont pas des Vθ. Et ensuite, Vθ dépend de R, donc cette dérivée partielle est nulle. Donc le seul terme non nul du rotationnel, c'est lui. Et donc si je remplace V par donc R oméga, donc je vais dériver par rapport à R carré oméga, donc ça va me donner du 2R oméga. Et donc je vois que rotationnel de V dans le cas d'un solide qui tourne à vitesse angulaire constante autour d'un axe fixe UZ, donc c'est 2 oméga UZ. Et donc c'est en fait 2 fois le vecteur rotation du solide autour de cet axe. Donc là on comprend pourquoi en mécanique des fluides, on a défini le vecteur tourbillon comme étant oméga est égal à 1,5 de rotationnel de V, puisqu'on voit que quand le solide tourne à vitesse angulaire constante, les particules de fluide tournent autour de les éléments du solide tournent autour de cet axe, et que donc on retrouve la définition du vecteur rotation pour le solide comme pour le fluide. Donc on comprend que localement, quand on a un rotationnel de V qui est non nul dans un fluide, ça veut dire que localement, la particule de fluide se comporte comme un solide qui tourne autour d'un axe fixe à la vitesse angulaire oméga. Et on a un modèle pour ça, par exemple le modèle du vortex, c'est l'analogue qu'en électromagnétisme quand on fait tendre le rayon du fil vers zéro, donc c'est le modèle du fil infini, donc un tourbillon infiniment localisé de fluide, caractérisé donc par un vecteur oméga, évidemment c'est un cas limite, c'est une caricature de la réalité. Donc tout ça pour expliquer pourquoi on définit le vecteur tourbillon oméga est égal à 1,5 de rotationnel de V. Dans le cas de la mécanique des fluides, ça représente la rotation des particules de fluide autour d'un axe fixe. Alors, comme je le disais tout à l'heure, il faut se méfier, quand on a une carte de champ, il faut se méfier de ne pas extrapoler de l'allure des lignes de champ pour savoir si localement le rotationnel d'un champ de vecteur est nul ou pas. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien si par exemple on prend le modèle de la tornade. Donc le modèle de la tornade, je l'ai déjà traité en exercice, je ne vais pas le refaire ici. On peut démontrer une formule de Stokes tout à fait analogue au théorème d'Ampère
pour le champ des vitesses, et on trouve que le champ des vitesses, que la vitesse elle est selon Eθ, on a les mêmes symétriques en magnétostatique, et que, les lignes de champ donc, sont des cercles à l'intérieur de la tornade comme à l'extérieur de la tornade, et que le champ des vitesses, donc là ce sera le rayon grand R de la tornade, varie linéairement à l'intérieur, et il est nul à l'extérieur. Donc je précise que donc, le vecteur oméga est non nul de 0 jusqu'à grand R, et il est uniforme, et il est nul à l'extérieur de la tornade. Alors quand on regarde les lignes de champ, en particulier à l'extérieur de la tornade, elles ont exactement la même allure que les lignes de champ à l'intérieur de la tornade, et donc on se dit que le comportement des particules de fluide est le même à l'intérieur et à l'extérieur. Seulement, il y a quand même une grande différence, c'est qu'à l'intérieur, le vecteur oméga est non nul, alors qu'à l'extérieur, il est nul. Quelles conséquences ça va avoir sur le comportement de la particule de fluide? Eh bien, quand on est pour petit r plus petit que grand R, la vitesse s'écrit donc Vθ de R vecteur Eθ, elle s'écrit R oméga vecteur Eθ. En réalité, on voit que cette expression est tout à fait analogue à l'expression du champ des vitesses d'un solide en rotation autour d'un axe fixe, autour de l'axe Z. Et donc, on se doute que la particule de fluide va avoir exactement le même comportement que si c'était un solide qui bougeait en bloc à l'intérieur de la tornade. Ça signifie que, en fait, la particule, pour tourner autour de l'axe OZ, va entre guillemets montrer toujours la même face à l'axe OZ, donc elle va tourner sur elle-même, donc autour de l'axe OZ. Donc ici, le rotationnel de V, à l'intérieur de la tornade, c'est 2 oméga, c'est l'équation locale qui traduit le comportement de la tornade, donc pour petit r plus petit que grand R. Par contre, quand on se place à petit r plus grand que grand R, eh bien, on a la même allure de ligne de champ, mais le rotationnel est nul, puisque le vecteur oméga est nul. Alors, quelle est la différence de comportement? Eh bien, cela signifie que la particule, en réalité, ne tourne pas sur elle-même, bien que on pourrait dire son centre de gravité décrive des cercles tout à fait analogues à ce qui se passe à l'intérieur. Ça signifie par exemple que si je mets un bouchon de liège avec une marque en couleur, voilà, je marque un diamètre. Pour la particule qui se trouve à l'extérieur de la tornade, eh bien, elle tourne autour, mais elle ne tourne pas sur elle-même. Autrement dit, l'angle que fait cette marque, l'orientation de cette ligne reste la même. Elle ne tourne pas sur elle-même. Alors que si je suis à l'intérieur, eh bien, cette ligne va tourner à la vitesse angulaire oméga autour de l'axe OZ. Donc, on voit la différence de comportement. C'est un comportement local. Le vecteur oméga, c'est un vecteur local. Donc, à l'extérieur de la tornade, tout ça pour dire qu'à l'extérieur de la tornade, bien que les trajectoires des particules soient des cercles, le rotationnel est nul. Et inversement, si on prend un champ de vitesse, alors c'est un exemple que j'avais déjà choisi pour illustrer la notion de divergence, mais un champ de vitesse de la forme AY vecteur UX, donc un écoulement plan, donc les lignes de champ, elles sont comme ça. Nous avons donc des lignes de champ rectilignes, parallèles à l'axe des X. Donc on peut se dire, avec des lignes de champ rectilignes, la particule ne tourne pas, et cet écoulement est irrotationnel. Or, quand on calcule le rotationnel de V, on s'aperçoit, je vous laisse faire le calcul, que c'est moins A vecteur UZ. Ah, et il est non nul. Il vaut 2 oméga. Donc on a un vecteur oméga. Alors cela signifie que les particules de fluide, en réalité, dans cet écoulement, bien que les lignes de champ soient rectilignes, tournent sur elles-mêmes. Alors pourquoi est-ce qu'elles tournent sur elles-mêmes? Eh bien parce que si je prends une particule de fluide ici, à l'instant t, donc elle est carrée, elle est comme ça, donc je la représente avec des diagonales, et la face du haut va plus vite que la face du bas. Donc si on la regarde un petit peu plus tard, elle va s'être déformée de cette façon. Et donc on voit bien qu'en réalité, la particule a tourné autour de l'axe moins Z,
puisque l'axe Z vient vers nous pour avoir un triade orthonormé direct, mais la particule, elle a tourné donc autour de l'axe -Z, ce qui explique sa déformation. Donc bien que les lignes de champ soient rectilignes, la particule tourne. Autrement dit, il faut se méfier de son intuition première. Plutôt que de regarder l'allure simplement des lignes de champ pour savoir si l'écoulement est tourbillonnaire ou pas, il faut regarder vraiment le rotationnel de V qui nous informe de la rotation éventuelle de la particule sur elle-même dans l'écoulement, donc gare aux apparences. Donc voilà, j'espère qu'à partir de cet exemple de mécanique des fluides, eh bien, tu sens un petit peu mieux ce qu'est le rotationnel. Donc un champ un écoulement global et tourbillonnaire évidemment, à condition qu'il existe une zone de l'espace dans laquelle le rotationnel de la vitesse est non nul, ce qui engendre une circulation du champ des vitesses non nul autour de cette zone pour laquelle le rotationnel de V est non nul. C'est le cas par exemple de la tornade, mais n'oublie pas non plus que le rotationnel de V, c'est avant tout une notion locale. Donc pour savoir si localement la particule tourne sur elle-même ou pas, eh bien, il faut éventuellement envisager plusieurs zones de l'espace pour regarder la valeur de rotationnel de V. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a un petit peu mieux aidé à sentir, t'a expliqué pourquoi le rotationnel de V, déjà à l'expression qu'il a en particulier en coordonnées cartésiennes. Donc tout ça étant lié à la notion de circulation du champ de vecteur autour donc, du rotationnel de ce champ de vecteur. Donc on engendre un tourbillon de ce champ de vecteur autour du rotationnel. Voilà, eh bien on se retrouve dans la prochaine vidéo. À bientôt.